S'il y avait un seul navire japonais pour lequel je pourrais avoir de la peine, ce serait pour le croiseur Kumano. Ces mots prononcés après la Seconde Guerre mondiale sont ceux de l'amiral William Halsey, héros de guerre et commandant de la 3e flotte américaine, c'est-à-dire l'essentiel des forces navales et aéronavales dans le Pacifique. Ces mots sont d'autant plus étonnants lorsque l'on connaît le caractère agressif et sans pitié de celui que l'on surnommait le taureau. L'amiral Halsey était réputé pour son langage franc du collier et déclara à un correspondant de presse que pour gagner la guerre, il fallait tuer des Japonais et toujours tuer des Japonais. Mais pendant ces 4 années de guerre dans le Pacifique, les premières actions américaines après l'attaque sur Pearl Harbor, jusqu'à la reddition nippone, après avoir fait couler des dizaines de navires, abattu des centaines de pilotes, le destin d'un navire japonais particulier parvint presque à émouvoir l'amiral américain, celui du croiseur Kumano. Le Kumano était le dernier des 4 croiseurs japonais de la classe Mogami, construit dans les années 30, au plus fort de la course mondiale aux armements navals. Lorsque le Mogami est lancé en 1931, le Japon vient de signer le traité de limitation des armements navals de Londres, qui s'inscrit dans la suite du traité de Washington de 1922 sur la limitation des armements navals après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. Pour plus de détails sur ces traités, je vous renvoie à l'émission que j'avais publiée l'année dernière sur le sujet. Pour résumer simplement, après le carnage de la Première Guerre mondiale, les principales nations du monde se sont réunies à Washington fin 1921, début 1922, dans une grande conférence visant à limiter le poids des navires et la puissance de leur armement naval. Les grandes nations ne pourraient donc en principe plus construire de grandes flottes de guerre, toujours plus grandes, toujours plus puissantes. Ainsi, en 1931, à cause d'une flotte de guerre déjà imposante, le Japon ne pouvait plus construire de croiseurs de plus de 10 000 tonnes, ni les armer avec des canons au calibre supérieur à 155 mm. C'est dans ce contexte que Tokyo déclara lancer la construction de 4 croiseurs de 201 mètres, armés de 5 tourelles de 155 mm, pour un poids officiel de 8500 tonnes. Or, à l'instar de l'Allemagne, qui mentit sur les caractéristiques de ces navires, le poids réel du Mogami et du Mikuma, les 2 premiers lancés de la classe, était de 11 200 tonnes en déplacement standard. En 1939, 2 ans après l'expiration du traité de Londres, les 4 navires de la classe Mogami reçurent d'importantes modifications afin de réparer les erreurs de construction, notamment les problèmes de soudure et de stabilité, et de remplacer l'armement principal des 3 canons de 155 mm par tourelle par des tourelles bitubes de 203 mm. On lit souvent que les Japonais avaient préparé le changement d'armement à l'avance dès 1931, en prévision de la guerre future, afin d'avoir des croiseurs encore plus puissants. Cette théorie est douteuse. En effet, le traité de Londres prit fin en 1937 et rien du côté japonais n'était prêt pour ces améliorations. Tout d'abord, les tourelles de 203 mm n'étaient pas disponibles. Ensuite, pour accueillir ces nouvelles tourelles, il fallut changer l'équipement électrique ou encore renforcer les barbettes, c'est-à-dire les plateformes qui accueillaient les tourelles. Les nouveaux canons étant plus longs, la tourelle numéro 2 était désormais gênée par la tourelle numéro 1. Si les Japonais avaient vraiment prévu de renforcer l'armement dès 1931, pourquoi n'ont-ils pas anticipé sur ces éléments ? Les modifications sur le Kumano se terminèrent en octobre 1939. Comme les autres navires de sa classe, le Mogami, le Mikuma et le Suzuya, le Kumano fut de toutes les opérations de guerre japonaises, en dehors de Pearl Harbor, appuyant l'invasion de l'Indochine française en septembre 1940, puis, à partir de décembre 1941, l'invasion de la Malaisie, de l'Indonésie actuelle, alors colonie néerlandaise, ou encore des îles Andaman dans l'océan Indien.
Prévu pour participer à l'invasion de Midway en juin 1942, le Kumano dut faire demi-tour avec l'ensemble de la force d'invasion nippone après la défaite des porte-avions dans le duel avec les Américains. Ce qui nous intéresse aujourd'hui se déroule un peu plus de 2 ans après la bataille de Midway, du 25 octobre au 25 novembre 1944, aux Philippines. Loin de la gloire des premières années, le Japon accumule les défaites. Ses navires sont coulés par dizaines, ses pilotes et avions par centaines, écrasés par la supériorité industrielle et logistique américaine. Durant ces 30 jours fatidiques, le Kumano encaissa des dizaines d'attaques aériennes, de navires de surface ou encore de sous-marins, pour se forger une réputation de quasi-invincibilité. Notre épisode commence donc au petit matin du 25 octobre 1944, dans le cadre de la grande bataille de Leyte. Le Kumano faisait partie de la première force de frappe du vice-amiral Kurita, une puissante escadre de cuirassés, croiseurs et destroyers, envoyée pour détruire l'armée du général Douglas MacArthur, débarquée quelques jours plus tôt sur l'île de Leyte, aux Philippines. La flotte de l'amiral Kurita avait essuyé de lourdes pertes pour parvenir jusqu'au détroit de San Bernardino, harcelé par les sous-marins et l'aviation américaine, le super-cuirassé Musashi succombant entre autres navires, sous une pluie de 19 torpilles et de 17 bombes. Cependant, le Kumano et la plupart des autres cuirassés et croiseurs parvinrent à tomber en large supériorité numérique sur les modestes forces navales d'escorte de MacArthur. Alors que les porte-avions d'escorte américains tentent de fuir ce jour-là, le Kumano et sa division de croiseurs se rapprochent et ouvrent le feu. La mer se constelle de gerbes d'eau et de nuages de fumée. Le Kumano mène la charge de croiseurs à pleine vitesse lorsqu'un destroyer ennemi apparaît soudain. Fonçant vers les navires japonais en évitant les obus, l'USS Johnston lança ses 10 torpilles vers la ligne de croiseurs. Le commandant du Kumano, le capitaine de vaisseau Hitomi, vira de bord vers le nord, mais fut touché par une torpille. Celle-ci explosa sur l'avant-tribord du croiseur, une partie de sa proue sectionnée net, les ancres et cabestans disparus. La vitesse du Kumano chuta, et le commandant Hitomi sut immédiatement que son navire était hors de combat. Incapable de continuer le combat, le Kumano fit demi-tour à petite vitesse, laissant le reste de la flotte japonaise affronter la marine américaine. Pour notre croiseur du jour, le chemin du retour s'annonçait périlleux, le ciel étant contrôlé par les avions ennemis. La nuit se révéla sans embûche, mais au petit matin, Hitomi reçut des dizaines de messages le prévenant de l'échec de l'opération japonaise. Les navires de Kurita faisaient demi-tour et rattrapaient le Kumano, qui pourrait ainsi récupérer une escorte. Mais à 8h50, arriva la nouvelle redoutée et attendue. Des avions américains s'approchaient rapidement. 4 bombardiers, 7 torpilleurs et 12 chasseurs de l'USS Hancock. Ils faisaient partie d'une attaque plus vaste, se dirigeant vers la flotte de Kurita et avaient été détachés pour attaquer le croiseur. Avec sa proue en lambeaux, le Kumano ne pouvait espérer évoluer correctement pour éviter bombes et torpilles. Les tirs anti-aériens du croiseur étaient impuissants et 3 bombes atteignirent le croiseur. Une première déchira la coque, causant une voie d'eau dans la salle des machines numéro 6. Mais les dégâts les plus graves furent causés par une ou deux bombes de 1000 livres qui touchèrent le milieu tribord du navire, sous la cheminée, causant de nouvelles voies d'eau vers les salles des machines 1 à 5. Avec 7 chaudières sur 8 endommagées, les avions du Hancock laissèrent le croiseur à la dérive sous une immense colonne de fumée. Pour les pilotes américains, le Kumano était en train de couler, c'en était fini. Mais l'équipage du Kumano n'était pas de cet avis. Il parvint à réparer une chaudière, puis 2 autres, permettant au Kumano de reprendre péniblement sa route vers le port. À ce moment, la mer était remplie de navires japonais en retraite, ce qui permit au Kumano d'être escorté par le croiseur Ashigara et le destroyer Kazumi. Le Kumano arriva donc en baie de Coron en fin d'après-midi en s'amarrant comme il le put. Mais Hitomi n'avait pas l'intention de rester là longtemps. Il lui fallait des réparations urgentes avant d'espérer de regagner le Japon, et pour cela, il n'y avait que Manille.
Malgré le risque, le Kumano se rend alors seul à petite vitesse dans la capitale philippine de nuit afin de se ravitailler et de réparer. Les ingénieurs et ouvriers à Manille avaient fort à faire car d'autres navires japonais estropiés étaient également au port. Le 3 novembre, la proue et les 4 chaudières restantes du Kumano sont réparées et le navire parvient à atteindre la vitesse de 15 nœuds. Satisfait, Hitomi demanda à l'amirauté de pouvoir appareiller au plus vite, car Manille n'était plus à l'abri des raids des porte-avions américains depuis le mois de septembre. Le commandement japonais ordonne donc au Kumano de quitter Manille le 5 novembre au matin avec un autre croiseur réparé, l'Aoba, afin d'escorter un convoi vers le Japon. Mais craignant la suprématie aérienne américaine, Hitomi décida de faire appareiller le convoi de nuit. Et alors qu'il franchit la sortie de la baie, les sirènes d'alerte de Manille se mettent à hurler. 4 vagues de bombardiers américains de l'amiral Halsey arrivent. Depuis des jours, c'est la curée, et l'amiral américain ne veut laisser aucune chance aux navires japonais restants. À Manille, il ne reste plus que le croiseur Nachi et le destroyer Akenobo. Ces 2 navires sont impitoyablement anéantis par les bombes et les torpilles. À quelques heures près, le Kumano subissait le même sort. Ignorant encore à quoi il avait échappé, le Kumano s'est dirigé vers le nord avec l'Aoba et le convoi jusqu'à Santa Cruz où ils jetèrent l'ancre pour une nuit. Le 6 novembre au matin, vers 7 h, le petit convoi repart, naviguant en 3 colonnes. Moins d'1 heure après avoir levé l'ancre, ce n'est pas des airs que vint le danger cette fois, mais des tréfonds de la mer. En effet, afin de couper la retraite des navires japonais, Halsey avait fait positionner des meutes de sous-marins au nord de Manille. 8h10, l'USS Guitaro aperçut le convoi et tira 3 torpilles vers le Kumano. Le Guitaro crut toucher le croiseur, mais les torpilles passèrent loin devant sans que les veilleurs ne remarquent rien. Ce n'est que lorsque les torpilles explosèrent au loin contre la côte que l'équipage du Kumano se rendit compte de l'attaque. À nouveau, le croiseur japonais l'avait échappé belle et Hitomi fit accélérer le convoi. Quelques minutes plus tard, un autre sous-marin, l'USS Brim, se présenta. Son commandant tira 4 torpilles vers le Kumano, mais cette fois, elles furent aperçues par les veilleurs du croiseur, qui évolua et évita ainsi l'attaque. Ce fut immédiatement au tour de 2 autres sous-marins de la meute, le Raton puis le Ray, de se joindre à la chasse. Le Kumano et son convoi étaient traqués de tous les côtés. Le Raton tira une salve de 6 torpilles et plongea immédiatement pour échapper au navire d'escorte. À nouveau, les veilleurs japonais détectèrent les torpilles et le croiseur vira sur sa gauche pour les éviter. Le sous-marin américain entendit 3 explosions et annonça avoir touché le croiseur. Mais une fois encore, le commandant américain se trompa. Ces torpilles avaient explosé un peu plus loin contre le rivage. Elles manquèrent de peu le Kumano, mais faillit également toucher le Ray, qui à pleine vitesse se rapprochait de sa position d'attaque. Les Japonais reprenaient à peine leur souffle que les veilleurs crièrent de nouveau. Encore des torpilles, mais cette fois par tribord. Après avoir lui aussi évité de justesse les torpilles du Raton, le Ray avait tiré 4 torpilles. C'était la 4e attaque en moins d'1 heure pour le Kumano, qui achevait à peine sa manœuvre d'évitage de la précédente. Hitomi tenta de renverser son cap, mais à 10h48, sa chance disparut. 2 torpilles explosèrent sur tribord, provoquant d'importantes voies d'eau. Le Kumano était stoppé, il crachait de la fumée et prenait de la gîte, mais pouvait encore naviguer. Le Ray se rapprochait pour finir le travail quand son navire racla un récif, provoquant de graves avaries, forçant ainsi le sous-marin à battre soudainement en retraite. Alors que le commandant Hitomi ne sut jamais qu'il avait reçu une nouvelle carte chance, il fit prendre son croiseur en remorque par un des navires marchands du convoi, tandis que le reste des navires partit de son côté. À nouveau,
les voies d'eau furent maîtrisées et la gîte compensée. Désormais remorqué, le Kumano n'avançait qu'à 2 nœuds. Hitomi se savait une proie facile, mais aucune attaque américaine supplémentaire ne survint ce 6 novembre. Les jours suivants, alors qu'une grande partie de la flotte japonaise survivante fut détruite au large d'Ormoc ou à Manille, l'équipage du Kumano mit tout en œuvre pour remettre son croiseur en état de naviguer. Le 9 novembre, une nouvelle menace survint. Un typhon puissant frappa les Philippines. Le Kumano rompit ses amarres, mais eut la chance de ne pas s'échouer et de dériver vers le large. Pour l'amirauté, chaque jour comptait désormais, et si le Kumano voulait survivre, il lui fallait quitter les Philippines le plus tôt possible. Le 19 novembre, une petite attaque aérienne lancée depuis les porte-avions américains manqua le croiseur. De nouveau, le Kumano échappait à la mort. Mais le coup près se rapprochait dangereusement pour le japonais toujours immobile. Le lendemain, l'héroïque équipage parvint de nouveau à remettre une machine et une chaudière en service. L'ingénieur en chef Oriyama pensait même pouvoir atteindre la vitesse de 6 nœuds. L'espoir renaissait et le Kumano pourrait peut-être finalement bien rejoindre le Japon. Jusqu'à présent, les avions de l'amiral Halsey avaient laissé le Kumano relativement tranquille, priorisant des objectifs plus immédiats comme des navires encore intacts ou le soutien aux soldats de MacArthur. Mais le 25 novembre, les porte-avions de l'amiral Halsey se rapprochèrent des Philippines pour une dernière mission. Leurs ordres étaient de perturber la grande contre-attaque que les Japonais s'apprêtaient à lancer contre Leyte, mais également, selon les mots de l'amiral américain, détruire, je répète, détruire le croiseur lourd de Santa Cruz. À 8h40, les premières attaques aériennes ciblèrent le navire marchand Shuma et le détruisirent en fin d'après-midi, ainsi que d'autres petits navires autour du Kumano. L'équipage du croiseur se demandait combien de temps durerait son immunité alors que le croiseur envoyait ses petites embarcations pour sauver les naufragés des navires coulés. Hélas pour eux, la chance quitta le croiseur lourd et son courageux équipage. Car si les aviateurs américains semblaient jusqu'ici négliger la cible juteuse d'un croiseur lourd pour du petit gibier, c'était uniquement parce que les bourreaux du Kumano étaient déjà désignés. En effet, 30 bombardiers et torpilleurs de l'USS Ticonderoga se dirigeaient vers Santa Cruz. Les embarcations du Kumano étaient toujours impliquées dans les opérations de sauvetage lorsque les veilleurs signalèrent les vagues ennemies à 14h30. La dernière heure du croiseur était arrivée. Sous les yeux des artilleurs du commandant Hitomi, les vagues d'avions ennemis se divisèrent en deux. Un des groupes aériens s'éloigna, effectuant une longue approche en boucle au loin, tandis que l'autre section attaqua directement, cachée par le soleil. Ils plongèrent sur le tribord du Kumano, à peine perturbé par la DCA japonaise. Le Kumano fut cerné par les gerbes d'eau et 4 bombes touchèrent directement le croiseur. Il chancela sous les coups, mais ceux-ci n'étaient pas encore mortels. Depuis sa passerelle, Hitomi vit les torpilleurs américains arriver en formation au ras de l'eau sur bâbord. La DCA se mit en action, mais il n'y avait aucun moyen de stopper la mort qui approchait. Les Avengers lâchèrent leurs torpilles et 5 d'entre elles éclosèrent sur bâbord. Aucun navire au monde n'aurait pu résister à une telle attaque et le Kumano se retourna presque immédiatement. Hitomi eut le temps d'ordonner l'évacuation à son équipage et choisit de rester à bord de son croiseur. 4 minutes plus tard, le Kumano chavira complètement avant de sombrer définitivement 1 heure plus tard. Sur un équipage de 1036 hommes et officiers, le commandant Hitomi et 440 autres membres de l'équipage périrent dans le naufrage.
Depuis son départ de Brunei, un mois auparavant, le Kumano avait affronté une flotte de surface ennemie, des attaques aériennes multiples, un typhon et une meute de sous-marins, encaissant un total de 8 torpilles et de 6 bombes avant de finalement couler.